On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Le bingo communautaire du Haut-Richelieu célèbre son 4e anniversaire et prend un virage technologique. On a changé les écrans et surtout mis des écrans dynamiques. Mais d'abord, on vous parle du Vieux-Saint-Jean, une nouvelle commerçante. Elle est ici depuis 1 an et demi maintenant. Elle a eu le courage de s'installer avec la vente de vêtements pour femmes et j'ai nommé Cubic Boutique. Vous savez, depuis longtemps, j'ai un petit faible pour les commerçants du centre-ville, du Vieux-Saint-Jean. Mon père a longtemps été un commerçant, il y a plusieurs décennies. Et bon, le centre-ville a vécu des moments heureux, moins heureux, moins heureux. Et là, on dirait, depuis quelques années, on est sur une lancée. Et j'aime toujours, moi, saluer les gens qui ont le courage de vouloir s'installer puis de faire des affaires dans le centre-ville. Et c'est le cas de Bianca Savoie, qui est propriétaire de Cubic Boutique. Bonsoir, bienvenue, Bonsoir, félicitations. merci. Et doublement courageux parce que d'ouvrir des restos et des bars, il y en a beaucoup, des boutiques, il y en a aussi, mais des boutiques de vêtements, pourtant, il y en a eu dans les années 70-80, la plupart avaient quitté pour le Carrefour. Je trouve ça doublement courageux de vouloir s'installer dans le Vieux-Saint-Jean avec une offre de vêtements. Je ne sais pas pour vous, c'était quoi le point culminant qui vous a décidé de foncer puis de vous implanter? À vrai dire, moi, je viens d'une autre ville, je viens pas de Saint-Jean, je ne suis pas native d'ici. Donc, quand je suis arrivée à Saint-Jean, moi, initialement, on magasine, bien, on va au centre-ville. Ouais. Quand je suis arrivée, mon Dieu, j'ai été surprise de voir que, bien, le centre-ville, il y avait un manque à gagner. Tout à fait. Et après avoir eu 2 grossesses, donc 2 enfants, c'est là que j'ai décidé de me lancer à mon compte, après avoir eu 10 ans de service au niveau de la vente puis de la gestion dans des grandes boutiques, dans des grandes chaînes. Et là, je me suis dit, bon, un carrefour, un centre-ville. La question ne s'est pas posée très, très longtemps, là, à vrai dire. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour le centre-ville. Il commençait à se développer avec des entreprises qui ouvraient de tranquillement pas vite. Puis je voyais que le côté un peu... Il y a un côté de rue qui allait un peu mieux versus l'autre côté de rue. Et je me suis dit, bon, bien, moi, je deviens une destination, puis je me lance où il n'y a pas beaucoup de boutiques ouvertes. Puis c'est là qu'est venue l'idée d'ouvrir Cubic, puis juste ici à deux portes de la station. Parce que c'est ça, souvent, ce que en tout cas, moi, je prends l'exemple de ma conjointe ou même de ma fille qui est à peu près du même gabarit. Souvent, elles vont me dire, la misère à m'habiller à Saint-Jean parce que des fois, quand on est petite un peu, pas toujours des vêtements. Puis là, souvent, on va malheureusement, oui, au 10-30, promenade Saint-Bruno et compagnie. Là, quand Cubic est arrivé dans le portrait, bon, ma conjointe est passée devant chez vous, puis elle a accroché, parce que, bon, les vêtements, visiblement, sont accrocheurs. Oui. Puis vous êtes dans le vêtement pour femmes, il n'y a pas d'homme. Oui. Bon. Non. Et là, elle a accroché. Et là, oups, en rentrant dans la boutique, quelle surprise, les tailles sont disponibles. Parce que c'est ça aussi l'autre défi, c'est que des fois, on peut avoir un beau morceau de vêtement, mais encore faut-il que la taille soit la bonne. Oui, bien, ça, c'est un dilemme qu'on a souvent, une problématique qu'on peut avoir parce que souvent, bien, tout le monde habille les mêmes tailles, évidemment. Ouais. Tu sais, on a une moyenne au niveau de la taille. Ce qu'on essaie de faire de différent chez Cubic, on essaie d'avoir une diversité. Donc, on a un produit en petite quantité, mais on a souvent des éditions différentes en déclinaison de produits, ce qui nous permet d'avoir, si on ne l'a pas dans sa taille sur un modèle, on va avoir 2 ou 3 autres modèles différents à lui proposer, où là, on risque d'avoir sa taille. Oui, parce que c'est ça qu'on habille taille petite ou taille forte, mais encore faut-il que ça soit beau. Oui. Parce que c'est ça l'autre défi. On peut bien avoir une offre pour différentes tailles, mais encore faut-il que le vêtement soit attrayant. Là. Oui, bien là, ça devient notre travail à moi ou à mes employés qui m'aident parfois pour les achats. Nous, on fait nos achats 1 an d'avance. Donc, 1 an d'avance? Oui, oui, vraiment. Donc, nous, on doit se tenir très, très à jour à ce qui se passe au niveau des États-Unis, de l'Europe, en Italie, qui sont beaucoup plus avant-gardistes que nous. Ouais. Puis, on doit se demander, est-ce que ça va se rendre dans notre Saint-Jean, cette mode-là? Puis là, après ça, c'est de là qu'on commence à faire nos achats. Donc là, moi, j'ai quitté la semaine dernière, lundi, je suis montée à Montréal, j'ai été faire des achats. Et là, j'ai fait des achats pour la rentrée scolaire l'année prochaine. Donc, tu sais, il faut être à l'affût des tendances. Donc là, devient l'importance de savoir est-ce que ça va se rendre, est-ce que ça va être tendance, puis c'est quoi les quantités que j'achète. Mais c'est ça le défi. Donc, il y a un défi de qualité, de quantité, de taille, d'offre, de style, puis de disponibilité aussi du produit. Donc, ça prend beaucoup de vision, de flair, je présume aussi. Oui, mais c'est beaucoup de travail de regarder les revues, de regarder ce qui se passe aux États-Unis, les runways, des choses comme ça, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est une bonne façon aussi de se tenir à jour. Mais oui, vraiment, il faut calculer, il faut savoir calculer au niveau de la taille, de la diversité pour ne pas en acheter trop. Parce qu'on l'achète, donc il nous appartient initialement, mais de ne pas en acheter pas assez non plus. Bon, l'autre défi aussi,
c'est d'offrir un produit qui va être aussi à un prix raisonnable. Oui. Parce que ça, c'est l'autre défi aussi. Parfois, encore une fois, on peut trouver le produit, mais dire, Hi, non, ça, je suis peut-être pas prêt à mettre 300 ou 400 $ sur un truc. Tu sais. Puis le vêtement, c'est tellement aléatoire parce que, bon, une journée, c'est 300. Le lendemain, on fait une vente à 80 Puis là, tu dis, on dit qu'à un moment donné, tu dis, OK, il est où le milieu? Parce que ça, comment on arrive à établir justement c'est quoi un prix raisonnable pour un vêtement dans un marché comme Saint-Jean ici? Mon Dieu, c'est un prix raisonnable. C'est le prix, personnellement, que moi, je serais prête à payer pour un produit. C'est vraiment un prix où on va avoir une qualité intéressante pour le prix indiqué initialement. Puis c'est aussi le fait que maintenant, tout coûte cher dans la vie, tu sais. Ouais. Donc, on veut être capable, en tout cas, moi, personnellement, je veux que la cliente soit prête à se faire un garde-robe pour le travail, mais qu'elle peut transformer, puis après ça, l'adapter pour son 5 à 7. Donc, au niveau du prix moyen, je vous dirais que ça joue dans la cinquantaine, 60 $, gros top, là, c'est le prix moyen de la plupart de nos vêtements. Puis, pour un 200 $, on est capable de se faire une bonne garde-robe pour la saison, là. Et ça, dans le fond, ces produits-là, vous les identifiez, mais vous les achetez où? Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a des marques particulières? Est-ce que pour vous, il y a comme une niche particulière dans le type de vêtements que vous voulez offrir? Bien, moi, présentement, je travaille beaucoup avec des vêtements qui viennent du Danemark. Donc, ils ont vraiment des lignes de vêtements très classiques, très purs. Donc, la cliente peut s'acheter un produit, puis si elle fait attention à son produit, elle peut utiliser sa robe ou son chemisier très, très longtemps, à plusieurs saisons. Donc, ça, c'est de faire une bonne achat. Parce que, veut pas, c'est ça, tout coûte cher. Tout coûte cher, donc il faut vraiment faire des achats intéressants. Mais moi, je vais chercher vraiment des lignes qui viennent du Danemark, beaucoup des États-Unis, d'Europe. Donc, c'est vraiment mes 3 espaces où je vais travailler le plus possible. Souvent, c'est en importation ou en exportation. Ou sinon, des fois, on a la chance d'avoir des bureaux chefs au Québec, au Canada ou sinon. Donc, je vais travailler avec des gens de Vancouver ou des gens qui ont une maison mère à Montréal. Bon, la boutique est ouverte depuis presque 1 an et demi. Oui. On n'a pas beaucoup de recul au niveau des différentes saisons, mais en 1 an et demi, quel est le bilan que vous tracez? Est-ce que la clientèle est une clientèle passante qui voit quelque chose de beau et qui rentre, ou est-ce que vous avez réussi même à fidéliser une clientèle qui dit, bien, moi, là, samedi après-midi, je m'en vais dans le Vieux pour aller chez Cubic pour m'acheter quelque chose, là? On a un bon bassin de clientes fidèles qui se compte à 2000 clientes présentement. Quand même. Ah ouais. Notre première année, le but était de fidéliser notre clientèle, de créer une loyauté, puis qui arrête d'aller vers les plus grandes marques, les plus grandes bannières, puis qui vraiment ils viennent chez Cubic en spécialisant avec le service, les produits, comme vous avez mentionné. Mais là, la deuxième année, c'est vraiment d'aller créer une expansion au niveau de la clientèle. Donc, d'augmenter notre bassin. Mais déjà, avec 2000 clients, on sait souvent que le mardi, on a nos 3-4 clientes de base qui vont venir en avant-midi. De ça se joignent des passants ou des passantes. Mais vraiment, on a une bonne clientèle loyale aussi. Puis, le bouche à oreille, hein, c'est la meilleure pub qu'on peut pas avoir dans la vie, là. Donc, ça l'aide beaucoup aussi. Bon, vous avez développé également avec votre site Web la vente en ligne, si on veut? Et ça va bien? Ah oui, c'est étonnant, hein? J'étais un peu frileuse, un peu sceptique de le faire, mais je savais que plusieurs femmes, au manque de temps à cause des familles, du travail et tout, manquaient de temps pour aller magasiner en boutique, puis c'était peut-être une petite lacune qu'on avait. Donc, de lancer les ventes en ligne, ça génère vraiment, mais bien des ventes, là. Je suis vraiment surprise. Et la clientèle, elle vient d'où? De mon vente en ligne? Oui. Mon Dieu, d'un peu partout. J'en ai shippé au Saguenay, à Cowansville, à Saint-Hyacinthe beaucoup. J'en ai envoyé sur un territoire inuit. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Fait que j'étais, mon Dieu, c'est quoi ce numéro-là? Je comprenais pas. Puis à la poste, on m'expliquait que c'était très, très loin. Je suis comme, bon, d'accord, il y a eu des frais de shipping, évidemment, mais donc vraiment un peu partout. Drôle, mais il y a beaucoup de clientes aussi de Saint-Jean qui, dû aux heures d'ouverture, de fermeture, peuvent pas se déplacer. Donc, on fait de la livraison. Et parce que, bon, je pense que vous êtes originaire de Saint-Hyacinthe, oui, c'est ça? Voilà. Bon, et là, ça fait combien d'années que vous habitez la région? Ça fait 6 ans. 6 ans. Oui. Et là, ça fait 1 an et demi que vous êtes en affaires dans le Vieux-Saint-Jean. Quel est le regard que vous portez sur les 6 dernières années du Vieux-Saint-Jean, votre année et demie d'expérience, quand vous voyez la Rookery qui vient d'ouvrir, le petit Cocon, le petit Roi? Bon, il y a comme Gypsy Bohème en face. Bon, il y a comme un renouvellement là, qui se crée en ce moment. Ah oui, c'est rafraîchissant. Puis, de plus en plus, ce qu'on entend, c'est des gens qui disent « Mon Dieu, ça fait 10 ans que je ne suis pas venue dans mon centre-ville. Oh, wow, ça a donc bien changé. » Vraiment, les gens, ils sont agréablement surpris de voir comment le centre-ville commence à évoluer, à se rafraîchir, à devenir intéressant. Puis, c'est pas... ça arrive très souvent que les gens vont faire d'une adresse à l'autre. Ils vont se déplacer. Puis, nous-mêmes, en tant que
qu'il y a détaillant, bien, on en profite puis on s'envoie des clientes, on les fait circuler, on se fait comme un petit map, on les envoie d'une adresse à l'autre. Ouais. Ça nous aide à faire un bel achalandage, mais les 6 dernières années, ça a vraiment évolué. Puis je pense que ça va juste aller en mieux aussi. Plus que ça va, mieux ça va. Là. Donc c'est parfait. Là. C'est ce qu'on souhaite, à vrai dire. Avec les rénovations aussi, la revitalisation, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est que les gens redécouvrent leur centre-ville puis arrêtent de dire dans le temps c'était beau, maintenant c'est beau aussi. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Là. Non, mais tout à fait. Moi, évidemment, j'habite ici depuis 45-46 ans, donc on l'a vu sur toutes les couleurs. Mais clairement, depuis 2-3 ans, il se passe quelque chose. Ah oui. Et je ne sais pas dans la tête de quelqu'un qui est ici depuis moins longtemps, comment lui, il voit ça ou... Bien, à vrai dire, c'est ça. Initialement, je n'ai pas au centre-ville, évidemment. Il n'y avait pas grand-chose. J'ai acheté mes chaussures chez Pierre Roy, qui est ouvert depuis des millions d'années. Et pour vous, initialement, vous avez dit au début de l'entrevue, Ouais. pour vous, bien, la normalité, c'est d'aller au centre-ville. C'est d'aller au centre-ville. Oui, oui. Ouais. Bien, c'est quelque chose d'acquis parce que, tu sais, moi, j'avais comme référence le centre-ville de Saint-Hyacinthe, évidemment, qui est magnifique. Ouais. Puis là, mais moi, initialement, c'est sûr que j'allais au centre-ville, puis il n'y avait absolument rien. C'est ça. Donc là, c'est sûr que le fait que les gens s'implantent, que les gens y croient... Il y a des nouveaux réflexes à établir. Oui, c'est ça. Puis que les gens aussi s'instruisent. Tu sais, c'est de s'instruire sur ce qui se passe dans notre centre-ville, puis c'est d'emmener notre clientèle, mais ça fait une vente fraîcheur. Puis entre commerçants, on s'aide vraiment beaucoup. On fait des événements ensemble, on pousse un l'autre. Vraiment, je vous dis, bientôt, on va être le centre-ville que les gens vont vouloir venir toujours voir. Je ne suis pas inquiète, là. Bianca Savoie, merci beaucoup, puis félicitations, bonne chance pour la suite. Merci. Cubic Boutique au 161 de la rue Richelieu, donc à quelques pas de notre studio. Restez avec nous puisqu'au retour de la pause, on vous parle d'un virage technologique du côté du bingo communautaire du Richelieu. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Le bingo communautaire du Haut-Richelieu entreprend un virage technologique avec un partenariat avec l'entreprise locale CL Innovation. Deux invités pour en parler. D'abord, le président du bingo communautaire du Haut-Richelieu, Christian Haché. Bonsoir. 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 Accompagné de M. Luc Bédard, qui est le directeur de CL Innovation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Christian Haché, ça fait maintenant 4 ans que le bingo communautaire, dans sa forme actuelle, disons qu'il y a eu une renaissance, hein, parce qu'il y a eu, disons, il y a eu une autre vie au bingo, il y a eu une petite crisette à un certain moment donné. Et là, bon, le bingo communautaire est stable, va bien, fonctionne bien depuis 4 ans? Exactement, oui. Ça fonctionne très bien. La clientèle est revenue. C'est sûr qu'on a mis beaucoup d'efforts. On est 6 organismes qui ont mis des efforts pour tout le rénover, leur peinturer, faire les réparations. Parce qu'il y avait été laissé... Il y avait manqué d'amour, comme on dit. Oui, c'est clair. Exactement. Bon, d'ailleurs, c'est important de le mentionner parce que, bon, ça le dit, c'est un bingo communautaire. C'est au bénéfice de 6 organismes du milieu. Exact. Qui sont ces OSBL, ces organismes? Bien, tu as la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, dont je suis président. La SNQ. Exactement. Tu as l'Association luçoise des handicapés actifs. Oui. OK. Tu as l'Association des handicapés de Saint-Luc. Tu as la Maison INA. Oui. Tu as la Maison des jeunes de Saint-Luc. Et ainsi que l'Association sportive de Saint-Luc. Bon. En tout et partout, le bingo communautaire du Haut-Richelieu génère annuellement combien de profits? En profit, je te dirais qu'on est des environs
Écoute, c'est pas loin d'1 million, OK, avec les frais, etc. Là, fait que, il reste à peu près dans les 180 quelques mille pour les organismes. Là, 180 000 divisé en 6. en 6. Exactement. Donc, les 6 organismes qu'on a Tout à nommés. fait, oui. Donc, c'est une opération qui vaut la peine parce qu'on le sait, les organismes à but non lucratif ont besoin de sous pour fonctionner. Donc, pour vous, ça devient, malgré tout ce que ça demande, une activité qui est rentable. Là. Oui, c'est très rentable. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne aussi une visibilité aux organismes parce qu'à chaque bingo, naturellement, on fait des événements spéciaux, que ce soit pour le 4e anniversaire, que ce soit pour l'Halloween, ces choses-là. Et les organismes, on essaie de les mettre en évidence, de passer leur documentation, etc., pour les faire connaître encore plus auprès de la clientèle. Bon. Lorsque vous avez annoncé ce virage technologique, moi, ça a suscité ma curiosité, parce que j'adore la technologie. Donc, en quoi le bingo, dans son mode de fonctionnement d'avant et d'après, en quoi vous entreprenez un virage technologique? On fait un virage technologique, mais on ne fait pas en sorte que les clients soient perdus. Parce que la clientèle actuelle du bingo veut pas, il y a beaucoup de personnes âgées encore. On a un renouvellement, donc on a des jeunes qui viennent de plus en plus, mais on a quand même une grosse base de notre clientèle qui est des personnes âgées. Donc, on ne veut pas non plus les bousculer. À ce niveau-là, on va faire en sorte de garder le bingo traditionnel, mais avec un environnement technologique. Bon. Et à quoi ça va ressembler, M. Bédard? Écoutez, c'est assez intéressant parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a ceinturé, premièrement, on a retiré les téléviseurs qui dataient probablement de 20 ans, où les gens voyaient mal un peu lorsqu'ils arrivaient à la partie de l'Auto-Québec en ligne. Ouais. Donc, on a retiré ça, on a remplacé par des écrans 49 pouces plats. Et on a ceinturé par la suite une vingtaine d'autres écrans, qui donne un total de 30 écrans plats dans la salle, pour diffuser l'information sur les organismes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la technologie, on peut permettre aux gens d'être sensibilisés un peu plus à la mission du bingo communautaire et avoir une image un peu plus vivante qu'un pamphlet ou une petite note quelque part. En plus de ça, on a aussi amené une dimension publicitaire, mais locale. Donc, tous les commerces, les spécialistes, les gens qui œuvrent auprès des personnes âgées, la clientèle cible, peuvent faire la promotion de leurs services, que ce soit un notaire, que ce soit un service funéraire, que ce soit une quincaillerie ou un plombier ou autre service. Ils sont capables de, par le biais de ces écrans-là, d'avoir un moment peu dispendieux pour pouvoir s'afficher. À l'intérieur de ces écrans-là, probablement vers le mois de septembre, on va intégrer des jeux interactifs pour les gens, pour animer un peu plus. Et au-delà de ces 30 écrans-là au total, on va mettre 6 murs d'affichage sur lesquels on va graduellement remplacer les vieux panneaux qui sont avec des lampes. Et faites juste une petite anecdote, je suis allé au bingo avec mon épouse et ma belle-mère il y a à peu près 3 ans. Pas trop habitué à mettre les gens à côté d'eux, ça c'est des vraies machines, parce que pour moi, c'était comme focus, puis oublie-en pas. Là, ma femme était à côté de moi, puis elle disait, ah, t'en as oublié un. Oui, je suis correct, t'en as oublié un autre. J'avais une petite feuille, j'avais de la misère à suivre. Tu sais. Donc, mais ce qui m'avait frappé, c'est que je regardais les fameux panneaux, puis si j'étais un petit peu trop en angle, je ne sais pas sûr si le 18 est allumé ou juste le 17. Ouais. Parce que les panneaux, c'est quand même... Donc, bon, de fil en aiguille, on a rencontré M. Haché l'année dernière. On parlait de notre innovation au niveau des affichages dynamiques. Et c'est de là qu'est née notre association. Exact. Et je dis, on va attaquer 3 angles que c'est à l'innovation pour faire la promotion. 1, amener la technologie, mais de façon plus humaine. Donc, éloigner toutes les peurs que les gens ont. 2, aider les personnes âgées, donc les organismes, et aider à renouveler un peu, si on veut, le sentiment d'appartenance dans une région. Ce qu'on perd beaucoup avec les grandes surfaces et les différents gros commerces. Et là, les 30 écrans en question, ils sont déjà installés? Oui.
Donc, c'est déjà installé depuis quelques semaines? Les 30 écrans ont été installés vers le mois de février. Oui, tout à fait, oui. OK. Donc, ça a dû donner une toute autre dimension. Je ne sais pas, c'était quoi la première réaction de votre clientèle là, quand ils sont rentrés? C'est « wow! » Oui, c'est ça, hein, ça a dû faire un petit wow. Là. Ils ont fait un wow. Puis, deuxième des choses, mais là, ils voient très bien les boules. Ils peuvent suivre beaucoup mieux le jeu. Qu'ils soient assis n'importe où, ils voient le jeu. Puis, avec l'interaction aussi, ça fait de l'animation dans la salle. C'est beaucoup plus plaisant pour la clientèle. Bon, comme le disait monsieur, c'est parce qu'il y a aussi une portion de bingo ou de jeux en ligne avec l'Auto-Québec. Là. Donc, ça, c'est comme en direct. Ça arrive de l'Auto-Québec sur écran. Là. Le bingo en réseau existe quand même depuis quelques années. Et quand il y a le bingo en réseau, c'est les 60 salles à travers le Québec qui jouent en même temps. Ouais. Donc, les lots sont entre 100 et 175 000, dépendant. Okay. Notre premier gagnant, on venait d'ouvrir le bingo en 2013. Et je crois que c'est 6 ou 7 jours après, il y a une madame qui a gagné 126 000. Ah, quand même. Tout à fait, oui. Mais pour suivre le jeu, on est dans la salle, mais il faut se fier aux écrans. Exact. Sauf que là, si on avait des écrans qui dataient d'une vingtaine d'années, je ne les ai pas vus, mais je peux à peu près m'imaginer ce à quoi ça devait être. Plutôt, ça aurait été des bons ancres à bateau. Des ancres de bateau. Là. Ça fait que ça devait être difficile à suivre visuellement. Oui. C'est pas évident. Là, on y était avec nos moyens pour débuter. Non, je comprends. Sauf que là, maintenant, vous arrivez à une étape de votre histoire où vous avez maintenant le moyen de pouvoir vous améliorer puis d'amorcer ce virage-là. Exactement. Puis améliorer la qualité de jeu pour les clients. Ça, c'est une des choses premières qu'on voulait faire aussi. Donc, les gens, ils ont plus de plaisir à venir jouer parce qu'ils voient beaucoup mieux et l'atmosphère est plus intéressante. Ben oui. Vous avez parlé tantôt d'affichage dynamique. Oui. Dans votre jargon, à vous, ça veut dire quoi, ça? Écoutez, un affichage statique, on met un panneau c'est la même information qui reste sur l'écran jusqu'à temps qu'on a le panneau. Dynamique, c'est que les affichages vont changer selon au gré de la programmation qui a été faite. On peut avoir, ne serait-ce juste qu'une image, ou plusieurs images, ou comme votre panneau ici, des images qui bougent, ou on peut projeter un film, on peut projeter une capsule d'information, ce qui fait que les gens, lorsqu'ils regardent, c'est un peu, je dirais, entre les annonces publicitaires qu'on voit aux télévisions, mais un peu moins rapide pour permettre aux gens de prendre des notes et de le voir. Là, il peut y avoir à peu près dans une année, là, il y a combien de joueurs, il y a combien de visiteurs qui rentrent dans cette salle-là? Est-ce que vous l'avez déjà compté, calculé? Je ne sais pas, parce que là, si vous vendez de la publicité, vous l'avez compté, vous? Oui, nous, on l'a compté parce que c'est sûr qu'en embarquant dans le partenariat avec le bingo communautaire au Richelieu, on a fait nos travaux. Dans un mois, au bingo communautaire au Richelieu, avec le volume qu'ils avaient au mois de janvier, on parlait d'à peu près 5 000 à 6 000 personnes par mois. Différentes, là, des individus différents. Là. Exact. 5 à 6 000 personnes par mois. Par mois. Qui fréquentent la salle. Avec l'avènement de la technologie, avec les écrans qui sont plus interactifs, avec toutes les promotions qu'ils ont fait, dans les 2 derniers mois, on a constaté une croissance. Et on s'entend que là-dedans, dans les 5 000 6 000 personnes, il y en a qui viennent plus d'une fois dans un mois. Exact. Là. Donc, il y a plusieurs visites. Exact. On peut dire qu'il y a facilement, dans la semaine, 150 personnes. Le vendredi, samedi, dimanche, par jour, c'est ça. Oui. Puis après ça, c'est 2 à 250. Puis quand on a des gros lots, parce qu'on fait des soirées où le cumulatif de 7 000 n'a pas été gagné, donc là, on peut se ramasser 300, 325 facilement. Et là, dans le fond, au niveau de l'affichage, de la publicité, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que les gens achètent de la publicité, vous gérez ça, ou il y a un bénéfice pour le bingo? Comment ça marche? Donc, les gens nous contactent. S'ils n'ont pas d'infographiste, on a notre équipe d'infographie et on leur propose des plages qu'ils veulent avoir. Et, c'est sûr qu'il y a des frais pour l'infographie, il y a un frais minime pour la publicité. De ça, on enlève les frais d'exploitation et le profit net est partagé à 50-50 avec le bingo. OK. Donc, c'est-à-dire avec les 6 organismes. Avec les 6 organismes. Pour qu'eux les remettent aux 6 organismes. Donc, ça vous ramène donc un revenu additionnel. Là. Exactement, oui. Donc, principalement, quand on parle de virage technologique, c'est ça. C'est vraiment
les 30 écrans, le bingo réseau qui est maintenant plus visible, les jeux, l'affichage, les publicités, le fait que les 6 organismes puissent également s'afficher. Meilleur pour la compréhension du joueur qui sait qu'il joue, oui, il joue pour avoir du plaisir puis pour gagner, mais ultimement, il sait que ça va dans une bonne cause. Que ça va, dans le fond, à une bonne Exactement. cause. Et là, il est capable de comprendre la cause pour laquelle il vient jouer. Là. Puis comme c'est pas dispendieux, puis quand tu as ça, tu as une clientèle ciblée, Ouais. ce qui n'est pas nécessairement facile à avoir dans nos jours. L'autre chose aussi que Luc a parlé tantôt, on va aussi avoir des murs de télévision qui vont remplacer. Fait que même avec ces murs-là, on va pouvoir faire de l'animation. Ça, on parle de près de combien de télévisions supplémentaires? Ah mon Dieu, c'est... rapidement, je crois que c'est une 22 à 24 téléviseurs. Là, on parle de 55 pouces. On parle de 49 pouces, 55 pouces. C'est des écrans qui ont une bordure excessivement mince. Oui, je comprends. Lors de la conférence de presse qu'on a fait vendredi dernier, on a fait visionner aux gens dans la salle des vieux films de l'ouverture il y a 4 ans. Donc, sur ces écrans-là, ça devient comme un superbe écran pour afficher à peu près n'importe quoi. Des bons projets. Bien, à vous deux, un gros merci. Bonne chance, félicitations pour ce grand virage technologique. Je pense que c'était dû probablement. Oui, c'était dû, mais je te dirais qu'on est un peu en avance sur les autres salles. C'est bon, ça. Il y en a plusieurs qui nous regardent aller. Merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Ça fait un peu drôle de parler de ça à ce moment-ci de l'année, mais oui, déjà, c'est le moment des appels de candidature pour le marché de Noël dans le Vieux-Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, donc la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Si vous désirez avoir des kiosques et tout ça, il faut les contacter le plus rapidement possible, maximum jusqu'au 15 juillet. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct. C'est bien sûr le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets et pour avoir la liste, allez sur le site web www.tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, plus rapide et plus facile, commentaires, suggestions, faites-le par courriel à Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. Et nous, notre prochain rendez-vous, il est bien sûr demain. Bye-bye.